Ça y est, tu le sens, tu n'en peux plus, c'est le moment de prendre un nouveau départ, il faut que tu quittes ton job. Mais attention, est-ce que tu ne t'apprêtes pas à commettre l'une de ces 7 erreurs fatales qui coûtent chaque année à des milliers de salariés leur transition professionnelle? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble avec Jovi du compte Eureka Conseil. Il va venir nous partager les 7 erreurs fatales qu'on va retrouver chez des salariés qui s'apprêtent à faire des transitions professionnelles et qui sont responsables du fait qu'ils ratent leur transition professionnelle. On va vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir et aussi, on va partager plein d'anecdotes autour de ça, les anecdotes que Jovi aura pu vivre au cours de sa carrière. Donc, Jovi, je te laisse m'envoyer une invitation si c'est pas déjà fait pour que je puisse t'ajouter au live comme je vois que tu viens de te connecter. Et Jovi, j'en profite pour vous dire que c'est l'expert transition professionnelle qui intervient aussi au sein du programme Level Up et qui va vous aider à faire en sorte de réussir votre transition professionnelle. J'ajoute Jovi. Attends, la lumière est forte là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Instagram va faire des siennes? Non, c'est bon, ça arrive. Coucou Jovi, Coucou Awa, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, moi ça va nickel. Je suis ravie de t'avoir avec nous ce soir pour nous partager tes tips autour de la transition professionnelle. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes peut-être pour te présenter? Oui, bah oui, je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Jovi, je suis conseiller en évolution professionnelle ou autrement appelé aussi conseiller à l'emploi. Je travaille donc pour l'opérateur de chômage que vous connaissez tous. Je vais éviter de le citer, donc il est bien marqué sur la page de vente en tout cas. Ça fait donc plus de 10 ans que j'ai de l'expérience dans l'accompagnement. J'ai d'abord commencé par accompagner des tout petits et un jour j'ai eu une envie d'avoir une mission un peu plus grande et donc j'ai décidé d'accompagner des adultes pour une mission encore plus grande. Donc j'ai une passion pour la transmission du savoir, ce qui fait que voilà, je me suis donc spécialisé un peu sur les questions de transition professionnelle et la raison pour laquelle aujourd'hui je suis là avec Awa pour parler de transition professionnelle. Qu'est-ce que c'est une transition professionnelle et comment la mener jusqu'au bout, à bon escient en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup, Jovi, pour cette présentation. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre carrière, dans votre job. Est-ce que vous envisagez de changer de job, de partir ailleurs? Est-ce que vous envisagez de vous former, de faire une reconversion, de créer votre entreprise? Dites-nous quels sont en fait vos projets en ce moment autour de la transition professionnelle. Et nous, l'angle qu'on a choisi pour ce live, c'est partager des erreurs, des grosses erreurs qui coûtent un petit peu en sérénité et en résultat, en termes de transition professionnelle, des anecdotes qui vont être tirées un petit peu de l'expérience de Jovi, des personnes qu'il a pu rencontrer, qu'il a pu accompagner aussi un petit peu pour rattraper les choses. Et du coup, je vous propose de partir sur la première erreur. Jovi, selon toi, c'est quoi la plus grosse erreur? Je ne sais pas si c'est la plus grosse, mais en tout cas, la première erreur qu'on s'est notée pour ce live quand les personnes cherchent à transitionner. Alors, il va y avoir plusieurs erreurs en fait ce que les gens vont faire vraiment. Il y en a qui vont revenir plus régulièrement et je pense que c'est ça que nous avons fait quand nous avons préparé ce live, c'est de vraiment de tirer celles qui reviennent le plus souvent et qui sont vraiment très impactantes dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Alors, avant de commencer un tout petit peu à donner toutes ces erreurs-là, j'aimerais que les gens dans le chat en fait puissent noter pour eux c'est quoi une transition professionnelle parce que ça peut paraître comme ça là, un mot un peu galvaudé, transition professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, une transition professionnelle? N'hésitez pas à le marquer dans le chat et on va revenir en fait tout au long du live enfin, je vais revenir, je crois, à la fin, vraiment sur la définition de ce que c'est une transition professionnelle. Ça Sans plus tarder, je vais commencer par la première erreur d'une transition professionnelle, c'est partir sans avoir clarifié, partir d'un emploi sans avoir clarifié la vision que l'on a, ou en tout cas le nouveau projet que l'on a, ainsi que les objectifs de cette transition. Pourquoi je dis que c'est
erreur. Parce que lorsqu'on se dit, je veux opérer une transition professionnelle, eh ben, il faut se dire que derrière, en fait, ça veut dire que j'ai un nouveau projet. Donc, dans ce nouveau projet-là, il faut que je vois plus loin qu'aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis. Et pour avoir plus loin, donc, il faut donc définir de nouveaux objectifs et donc avoir une clarté vraiment dans sa vision. Clarifier sa vision, bah, signifie qu'il faut comprendre que l'on souhaite ce que l'on souhaite réellement accomplir à long terme. Donc, c'est une vision qui n'est pas court terme, mais c'est vraiment à long terme. C'est pour ça que j'aime utiliser le mot transition professionnelle, mais plutôt sur le terme, avec le terme de carrière, puisque ça va vraiment se faire tout au long de la vie. Cela donc implique de réfléchir à ses passions, ses compétences, ses valeurs, ses motivations, afin de pouvoir compiler tout ça et donc d'avoir quelque chose de compact qui va nous donner cette ligne de conduite là pour vraiment tracer son chemin. Donc, clarifier sa vision et ses objectifs de formation va nous permettre d'orienter les décisions que l'on va prendre, mais aussi de nous motiver parce qu'on va se dire, bah, tiens, j'ai quelque chose de clair, je sais où je vais. Ça va nous permettre de nous inspirer, mais ça va permettre aussi d'évaluer les progrès. C'est-à-dire que quand on a des étapes qui seront jalonnées, on va dire, bah, tiens, j'ai franchi cette étape, j'ai franchi cette étape, j'ai franchi cette étape. Et on voit son progrès se mesurer au fur et à mesure. Et ça apporte une satisfaction, en tout cas personnelle. On se dit, ouais, je suis en train d'avancer. Donc, c'est vraiment la première grosse erreur, c'est ne pas avoir une vision claire et ne pas définir des objectifs. Après, je laisse à Awad de parler quel type d'objectif. Ça marche. Joby, est-ce que tu as des anecdotes vraiment précises de personnes qui, faute d'avoir clarifié leur vision, en fait, se sont retrouvées à, bah, du coup, se dire, bon, bah, je vais faire une reconversion dans tel secteur et se retrouvent, une fois arrivés à la fin de leur droit chômage, à retourner sur un poste sur lequel ils étaient et du coup, à pas réussir cette reconversion et tu as identifié que c'était peut-être un manque de clarté. Oui, alors quand on a préparé ça, j'ai dû me remémorer vraiment toutes les situations auxquelles j'ai dû être confronté. Alors, je vais pas citer les noms hein, Bien pour sûr. garder l'anonymat, mais j'ai eu un monsieur une fois il y a très longtemps. C'était un professionnel du marketing, donc il avait décidé dans mes souvenirs, je crois qu'il devait être, alors il devait avoir un haut poste en tout cas dans le marketing, mais je ne sais plus. Est-ce qu'il était chef de projet ou directeur? Alors, en tout cas, je ne sais Ouais. plus trop. Mais en tout cas, il a voulu maintenant se réorienter dans la tech. Alors, je crois que ça doit dater d'il y a 2 ans, à la période où les intelligences artificielles ont commencé à faire le boom. Donc, il a voulu donc se réorienter vers le secteur de la technologie. Malheureusement, en fait, pour lui, sa transition n'a pas réussi parce qu'il avait un manque de clarté et il n'avait pas défini des objectifs. Pour lui, il se disait, ben, en fait, j'ai travaille dans le marketing, donc dans le marketing digital. Ça veut dire que j'ai un peu des compétences dans ce qui est numérique et digital. Et il a fait un parallèle avec le secteur ou en tout cas le domaine de la technologie, qui est un domaine un peu plus poussé, qui va demander des compétences plus pointues, Différente en tout cas. Ouais. différentes en tout cas de ce que lui, il avait acquis. Et donc, il n'a pas pris le temps d'avoir vraiment cette vision à long terme, se dire, bah, tiens, j'ai déjà telle compétence que j'ai acquise. Pour arriver à avoir pour atteindre le projet que je veux, bah, il va falloir compléter en tout cas certaines compétences, mais en fait, il n'a pas fait ça. Il avait des objectifs flous, il disait, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que je vais définir des objectifs? Je sais déjà, j'ai déjà 10 années d'expérience dans le marketing digital. Donc, en fait, je sais où je veux aller. Mais comme c'était dans l'euphorie, dans cette période où on parlait vraiment d'intelligence artificielle, etc., etc., et ben avec les amis qui se sont lancés, ben lui aussi, il s'est embrayé, en tout cas, dans la mèche. Après, je peux comprendre, dans cette période-là, il était peut-être un peu à fleur de Oui, peau, il savait et plus trop après, quoi l'idée, c'est faire. pas de le juger, mais c'est juste de dire qu'au final, est-ce qu'il a réussi son projet ou finalement ça n'a pas Non, marché? pas du Non. tout. Ouais. Non, ça n'a pas, non, ça n'a pas, non, ça n'a pas marché. Parce que vu qu'il n'avait pas de vision claire, il n'avait pas des objectifs réellement, vraiment Ouais. jalonnés, c'était des objectifs flous. Il y a eu donc un manque d'engagement, Ok. puisqu'il se dispersait. Donc en fait, Il allait un on se peu, démotive avec le temps. Et c'est vrai que voilà. cette histoire de vision que tu partages, elle est hyper importante. Et c'est une des premières étapes sur le programme Level Up. Dans le premier module, directement, on va travailler sur comment est-ce qu'on définit notre vision de carrière. Souvent, une des questions que j'aime bien poser aux salariés, d'ailleurs, vous pouvez répondre si vous êtes dans le chat, c'est est-ce que
tu sais ce que tu vas faire dans 10 ans. Quelle est ta vision dans 10 ans Voilà, en termes de c'est carrière? ça. Où est-ce que tu veux aller? Dans quelle direction tu veux aller? Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place son plan de carrière, parce que c'est pas un gros mot, de mettre C'est en place ça. son plan de carrière pour Voilà. aller chercher ses objectifs et des objectifs financiers. Combien tu veux gagner dans 3 ans? Combien tu veux gagner dans 5 ans? Dans 10 ans? Etc. Pour être sûr de les attendre et pour être sûr de pouvoir jauger est-ce que je vais en direction ou est-ce que je ne vais pas en direction de ces objectifs. Jovi, toi, tu vas justement aussi intervenir dans le programme. C'est quoi le type d'outils justement concrets que tu peux utiliser pour aider les personnes à travailler sur leur vision, aider à s'améliorer dans ce sens-là? Alors, premièrement, je dirais de faire des auto-évaluations. Donc, c'est un outil, en tout cas, que je conseille dès le départ. C'est faites une auto-évaluation. L'auto-évaluation va te permettre, en fait, de prendre du recul et de pouvoir savoir qui tu es. Déjà apprendre à te connaître, en tout cas, savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes motivations, quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes. Et tu vas pouvoir, du coup, grâce à cette auto-évaluation, aller trouver. C'est pour ça, ça m'a pris un peu de temps moi aussi à comprendre ça en fait pourquoi les gens font des transitions professionnelles, c'est d'avoir aller trouver un irritant dans ta situation. Tu Ouais. vas aller trouver cet irritant et quand tu vas trouver cet irritant là dans ta situation professionnelle actuelle ou des irritants et en fait ces irritants là vont te permettre de pouvoir donc avoir un sursaut de motivation afin de te donner un coup de boost. Donc, fais une auto-évaluation, prends du recul sur ta situation professionnelle actuelle et ta situation personnelle aussi. C'est vraiment important. Il y a aussi le bilan de compétences. Tu peux aussi faire un bilan de compétences. Ça te permettra d'être accompagné par un professionnel pendant une certaine durée et donc de pouvoir avoir à la fin de ce bilan de compétences un résultat qui va te donner des pistes ou des orientations. Il y a aussi d'autres outils qui sont un peu conventionnels, mais que j'aime bien tester. Le mind mapping. Donc, comment ça s'appelle? Le C'est mind la carte mapping, mentale en les fait. cartes mentales. Une carte Voilà, la carte heuristique. mentale. Ouais. Et voilà, les cartes heuristiques, la carte mentale. En fait, ça permet vraiment, c'est vraiment un réel outil puissant parce que ça permet de poser à plat toutes les idées que l'on peut avoir. Donc, utiliser une carte mentale, certes, on va peut-être aller dans tous les sens, mais on va pouvoir poser ça vraiment à plat et on va avoir quelque chose qui va se dessiner et avoir des ramifications là qui vont parfois vous dire, bah, tiens, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Et un dernier outil qui peut être rapproché à la carte mentale, c'est le questionnement quintillien. Je ne sais pas si ça parle aux gens comme ça là, Alors, il y mais a 5 c'est la dedans. voilà, c'est la fameuse méthode QQ au QCP. Voilà, donc là où il y a le qui, quoi, comment, pourquoi, combien, où, etc. Et ça permet aussi vraiment de clarifier quelque chose avec juste ces questions-là. Ça vous permettra en tout cas d'avoir donc une vision claire de votre projet et de définir petit à petit des Ça objectifs. marche. Alors, je te propose qu'on passe à la deuxième erreur parce qu'on a passé beaucoup de temps sur celle-là et on va avoir un live très long parce qu'on a 7 erreurs à voir. Ouais, Il y a des réponses dans le chat à ta première question autour de la transition. Donc, tu as demandé en fait aux membres qui sont connectés, c'est quoi la transition? Et donc, il y a des personnes qui disent c'est changer de voie pro, de métier ou de secteur. Une autre personne qui nous dit la transition, c'est être à cheval temporairement sur 2 projets pro afin de laisser le premier pour le second. Et j'ai aussi une réponse de Nidia qui dit je suis formée à un métier et j'aimerais me mettre en auto-entrepreneur. Donc c'est peut-être cette notion de transiter, d'être en chemin vers autre chose en tout cas. ok. En tout cas, on va y revenir. Je donnerai une définition définitive, en tout cas ma définition à la fin. À la fin pour suspense. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir la définition approfondie de Jovi tirée de toutes ces années d'expérience. Jovi, c'est quoi la deuxième erreur que tu constates et est-ce que tu as une anecdote à nous partager qui te fait tirer en fait cette deuxième erreur que tu constates chez la plupart des personnes que tu as été amené à voir dans des projets de transition professionnelle? Oui, il y a une deuxième erreur qui est de négliger l'étude de faisabilité ou de pertinence du projet. C'est-à-dire que la personne, elle va se dire, bon, ok, d'accord, j'ai envie de faire tel projet ou en tout cas de me diriger vers tel type de transition professionnelle. Elle ne va pas prendre ce recul ou en tout cas va pas faire l'effort, la démarche nécessaire de se dire, est-ce que ce projet est viable? Est-ce qu'il est pertinent en l'état actuel? Or, lorsqu'on veut étudier un projet, dans sa faisabilité ou dans sa pertinence, et je dirais même dans sa cohérence avec le marché du travail, bah, il faut regarder déjà la viabilité économique.
est-ce que c'est un projet qui va vous permettre de vous rapporter des revenus? Parce qu'on veut gagner des sous. Bien sûr. Donc, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? C'est-à-dire que si je suis salarié, est-ce que je vais trouver un emploi où je vais être embauché qui va me donner donc des revenus? Si je vais être enfin, en tout cas, me mettre à mon compte, est-ce que j'aurai des clients qui vont me permettre de pouvoir bénéficier de mes services? Mais est-ce que j'ai aussi les compétences ou les ressources pour pouvoir, voilà, réaliser ce projet-là à l'état actuel, où je devrais passer par des étapes intermédiaires? C'est aussi consulter du coup, par la même occasion, le marché du travail. Donc, il faudra analyser le secteur ou le poste en tout cas visé, s'il y a une demande croissante pour vérifier que, en fonction de cette demande, il y a une cohérence avec mon projet. J'ai eu une dame une fois. Donc ça c'est l'exemple. Hein. J'ai eu une dame. Elle est responsable des ressources humaines. Donc avec plus de 15 ans d'ancienneté dans ce métier. Donc elle va vouloir maintenant se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir un side business. Je trouve que c'est plutôt bien. En plus, ça a l'air du temps. On vous dit, il faut diversifier les revenus. Avec l'inflation, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal en tout cas. Et donc, son projet, c'est ouvrir une boutique en ligne de vêtements. Je crois que c'était de sous-vêtements. Oui. Alors, soit de sous-vêtements, ou en tout cas, c'était de vêtements éthiques. Ouais, quelque chose. En tout cas, c'était des vêtements. Ouais. Malheureusement, en fait, sa transition ne va pas réussir parce que elle ne va pas analyser son marché. Elle ne va pas faire cette démarche d'analyse de marché. Elle ne va pas non plus faire une analyse financière parce que se lancer dans un produit où toi, tu dois vendre des produits, il faut que tu saches si effectivement qu'est-ce que ça va te coûter en termes de dépenses et en termes d'entrée. Puisque là, on est sur la vente de produits, on n'est pas sur la vente de services, on est vraiment sur la vente de produits. Et enfin, il y avait une inadéquation dans ses compétences. Elle pensait que parce qu'elle avait énormément d'expérience en tant que responsable des ressources humaines, elle pouvait se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça là. Mais sauf que quand tu es entrepreneur, tu fais le comptable toi-même, tu fais la gestion des stocks toi-même, tu fais plein de d'autres métiers là que tu dois faire tout seul. Et donc elle n'avait pas anticipé tout ça. Et lorsque donc elle s'est lancée dans ce projet, elle a eu un échec, elle a eu un arrêt là. Et c'est à ce moment-là, en fait, que moi, j'ai récupéré, si je peux dire. Je lui ai dit, écoutez, voilà un peu toutes les situations négatives vers lesquelles vous êtes passé. C'était des points d'étape d'erreur. Donc, si vous voulez, en tout cas, reprendre ce projet-là, il va falloir refaire vraiment, Une étude approfondie. rebalayer voilà, une étude vraiment approfondie de votre projet. Mais je crois que ça l'avait échaudé vraiment et elle s'était dit, pour l'instant, Je je remets laisse. de côté. Mais, et c'est la problématique, en fait. Quand on fait un projet, on met du cœur, on s'investit à fond, mais qu'on oublie, par exemple, des étapes essentielles comme ça et que ça aboutit à un échec, en fait, on a tout simplement plus l'énergie de se relancer tout de suite, en tout cas dans le projet. Et il faut un temps pour digérer cet échec et se relancer. Donc, Ouais. c'est d'autant plus important de se lancer correctement dès le début et de ne pas négliger certaines étapes essentielles pour éviter d'utiliser l'énergie qu'on a en quantité limitée sur des sujets qui ne sont pas Oui. forcément utiles, quoi. C'est ça. Et surtout que là, elle veut se lancer dans quelque chose qui est inconnu pour elle. Donc, elle veut vraiment découvrir un autre monde. Alors déjà, elle veut faire de la vente. Alors, c'est même pas de la vente de services, mais la vente de produits. Donc, derrière la vente de produits, il y a toute une réglementation. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une réglementation là derrière. Mais il y a aussi, je deviens entrepreneur. Ça veut dire que je deviens patron. Et en tant que patron, j'ai des droits et des devoirs. Et donc, quels sont ces droits et ces devoirs-là? Donc, si je ne les connais pas non plus, je risque de me casser la gueule et parfois ça peut me coûter très cher vis-à-vis de l'État. Donc, il y a tout un pan là, financièrement, donc il y a tout un pan là qui est de négliger vraiment l'étude de faisabilité et de la pertinence. La pertinence, ça peut être est-ce que c'est le bon moment ou alors c'est le bon endroit ou alors est-ce que c'est le bon projet, tout simplement. Par rapport, hyper Ouais. intéressant, hyper aussi peut-être intimidant pour un salarié qui, par exemple, peut être une excellente directrice des ressources humaines, peut être un excellent commercial, mais qui ne va pas avoir tous ces skills-là. Comment est-ce que toi, justement, tu as des outils? Comment tu peux accompagner? Je sais que, par exemple, dans le programme Level Up, on va avoir des ateliers d'implémentation en petits groupes où on va pouvoir guider les personnes de pas à pas pour leur montrer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va travailler. Est-ce que
toi, justement, comme tu maîtrises ces dispositifs, tu connais pas mal les secteurs d'activité, l'économie, tu dois avoir des indicateurs. Est-ce que tu as des outils concrets pour accompagner les personnes qui Alors, cherchent à faire une étude de marché, un business plan peut-être, ou même d'autres projets de ce type-là? oui. Alors, pour les personnes qui vont vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un outil qui s'appelle, alors je sais plus si ça s'appelle une méthode, mais moi je l'appelle l'analyse SWOT. Donc c'est le fameux force, faiblesse, opportunité, menace. Ça déjà, ça permet déjà de cadrer et de se dire, voilà, je veux me lancer dans tel projet, ben, quelles sont les forces de ce projet, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces. Ensuite, faire un business plan, ça vous permet de pouvoir anticiper. Et ça, c'est généralement, ça se fait pas tout seul ou alors en regardant tout simplement sur Internet un business plan qui est tiré d'un site comme ça. Non, il faut se faire accompagner par un professionnel. Faire un business plan, faire un plan financier, ça vous permettra en tout cas d'avoir une visibilité sur les ressources financières à dépenser et à faire rentrer finalement sur un laps de temps. Ça vous permettra donc du coup de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en mesure de me lancer? Est-ce que c'est le bon moment pour me lancer dans ce projet? Est-ce que j'ai les fonds? Parce que je peux être salarié, oui, j'ai les fonds, j'ai de l'épargne, ou j'ai des ressources, ou alors je vais demander un crédit, etc., etc. Ou alors je suis demandeur d'emploi, je n'ai que le chômage. Est-ce que, voilà, les ressources financières que j'ai aujourd'hui vont pouvoir, en tout cas, me permettre de pouvoir mener à bien ce Mener à bien. projet-là? Mais il y a aussi une étude tout simplement de marché. C'est d'aller voir la concurrence. Est-ce que dans le secteur dans Ah bah lequel je c'était veux mettre, justement il y a la des question concurrents? de Nydia qui disait comment on fait l'analyse de marché si on veut faire l'analyse de marché. Eh ben oui, donc il faut aller faut regarder autour de soi. Qu'est-ce que font les concurrents? Quels sont les tarifs que proposent les concurrents? Quelles sont les matières que proposent les concurrents? En fait, là, il y a tout un tas là de questions qu'il va falloir se poser. Et pour pouvoir se dire, est-ce que l'offre que moi je vais proposer à mon public ou en tout cas à la clientèle, à la cible que je vise, va me permettre de faire vivre ce projet-là à long terme? Est-ce qu'il sera pérenne? Mais Et ça, il faut se faire accompagner par des spécialistes de la création c'est d'entreprise. ça. Parce que là, tu parles de l'analyse de marché au sens entreprise. Même quand on est salarié, il faut analyser Même le quand, oui, marché, le secteur oui, d'activité. Je passe d'un secteur à un autre. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les challenges ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça nous ramène à l'erreur numéro 3. C'est quoi l'erreur oui. numéro 3, Joey? Et alors, c'est pour ça que je n'ai pas voulu Bien trop. sûr. Là, j'ai plutôt, sur la question précédente, j'ai insisté sur les créateurs d'entreprise parce que je savais qu'il y avait la question qui pouvait en tout cas être raccrochée pour les salariés, c'est d'ignorer les exigences du marché du travail. Alors, de grâce, s'il vous plaît, lorsqu'on veut opérer en tout cas un changement, une transition professionnelle ou rechercher un emploi ou se former, la priorité, c'est de regarder que dit le marché du travail. Le marché du travail, quelle est sa tendance actuelle? Parce que c'est lui qui va vous donner le pouls de est-ce que le projet que je veux faire, si je veux changer d'emploi, si je veux changer euh, un ingrédient dans ma situation professionnelle, parce que si je développe, je risque de donner la définition de la transition. Est-ce que si je change en tout cas un ingrédient dans cette situation, le marché du travail me sera bénéfique? Consulter, explorer le marché du travail, c'est vouloir être aligné. En tout cas, c'est rechercher à être aligné avec les compétences recherchées. Et chaque marché du travail va être spécifique. Quand je dis chaque marché du travail, c'est-à-dire que chaque bassin d'emploi, et généralement c'est des régions, chaque région ou chaque territoire va être spécifique avec des emplois qui sont porteurs, certains plus que d'autres. Explorer le marché du travail, c'est aussi anticiper les tendances. Il y a des emplois qui naissent comme ça là, à la va-vite, vraiment, et on se dit, bah tiens, dans 10 ans, cet emploi-là, il va vraiment être au top parce qu'il y a des évolutions qui se font. Qui savait qu'aujourd'hui, le métier pilote de drone, ça existerait? Personne, hein. Bien sûr. Les drones sont apparus, il y a eu une tendance avec ces drones, bah, il a fallu former des personnes en tout cas pour utiliser ces outils. Et donc depuis, ben, les drones sont maintenant des outils utilisés par des personnes qui sont formées avec des compétences spécifiques. Et surtout, Identi excuse-moi, Vas-y, 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 je te laisse vas-y. parler.
Non, Vas-y. j'allais dire, et surtout, je pense que c'est important aussi, en tant que salarié, de comprendre que même si j'ai envie d'opérer une reconversion professionnelle, que les différents organismes de formation qui proposent des formations sont des gens qui vendent un produit. Donc, c'est pas parce qu'il y a une formation qui existe dans un domaine que ça veut dire qu'il y a des métiers où il y a de la recherche, où il y a de la demande derrière. Donc, moi, je vais peut-être me former et me dire, ah ben, j'ai une formation, je fais cette formation de responsable juridique, j'aurai un boulot de responsable juridique, alors que peut-être que la formation n'est pas du tout cohérente par rapport aux attentes des entreprises sur le marché du travail, et je vais finir avec un diplôme, une certification qui ne me sert à rien et j'arriverai pas à m'insérer sur le marché du travail ensuite. Exactement, tu m'as ôté les mots de la bouche et j'allais terminer par ça parce que c'est un Excuse-moi. réel. Oh non, mais tu as bien fait d'embrayer. Alors, je vais juste revenir sur un dernier élément sur pourquoi tenir compte de l'exigence, ou en tout cas des marchés du travail. C'est aussi pour un réseautage efficace. Le fait d'aller consulter le marché du travail, ça vous permettra en tout cas d'avoir des cibles et de voir quels sont les efforts de réseautage que vous aurez. Vous allez donc vous constituer un certain réseau avec certains personnes que vous allez rencontrer, puisque vous allez sonder en fait comment se passe le marché aujourd'hui, quelles sont les opportunités. Et donc, vous allez vous connecter avec des professionnels qui vont peut-être être influents dans le domaine ou pas. Mais en tout cas, ça reste déjà, voilà, 3 points très clés. Donc, c'est s'aligner avec les compétences recherchées, anticiper les tendances, mais aussi profiter du réseautage. Et pour revenir à ce que tu disais, ben merci en tout cas, tu m'as ôté les mots de la bouche, mais ça reste vraiment un gros point noir, les formations, les personnes qui se lancent dans les formations. Euh, Parce qu'on leur a dit que cette formation-là, ben, elle est là. Il faut savoir que les organismes de formation, ça reste des commerciaux. Ils sont là pour vendre. Donc forcément, vous, si vous vous lancez dans une formation et que vous n'avez pas d'objectif vraiment, réellement précis, vous n'avez pas de projet réellement précis, vous n'avez pas de vision claire, vous allez vous former. Parfois, ça va vous lasser parce que vous allez vous dire, ça ne correspond pas à ce que je sens. Donc, vous aurez perdu du temps et de l'argent. Et au final, vous n'allez pas utiliser cette formation-là. Si vous êtes diplômé, en tout cas, si vous allez jusqu'au bout, vous n'allez pas l'utiliser dans le marché, sur le marché de l'emploi. Mais il y Au a aussi final, ce la qu'on perd, c'est finalité, c'est surtout que du les, temps en plus, hein, du temps qui est précieux ben quand oui, tu as les c'est, droits au oui, chômage qui courent, etc. Quoi. Enfin, si on se oui, c'est plante dans ça. sa formation, c'est Donc, grave. c'est ça. Or, en faisant l'inverse, en allant d'abord sonder que recherchent aujourd'hui les employeurs, qu'est-ce qu'ils recherchent comme type de diplôme, qu'est-ce qu'ils recherchent comme type de personnes compétentes et qualifiées, ça me permettra du coup de savoir dans quel type de formation je vais m'orienter. Et là, j'ai déjà éliminé, on va dire, une erreur qui me permettra de me louper parce que après avoir fait, avant j'ai fait un travail vraiment de sondage sur les compétences qui sont recherchées. Et pour ça, les outils que moi je peux conseiller, c'est déjà de consulter aussi les offres d'emploi. Ça peut permettre en tout cas d'avoir euh, Une bonne idée. une idée globale de ce qui est réellement proposé. Et puis dans une offre d'emploi, on va avoir plein d'informations, hein, les salaires, les conditions de travail, etc., etc. Mais il y a aussi des rapports sectoriels. Dans les rapports sectoriels de l'INSEE, de France Travail, de la DARES. Tous ces rapports sectoriels-là vont vous permettre d'avoir un dessin, une image, une infographie des secteurs en tension, les secteurs sur lesquels on recrute le plus, les secteurs dans lesquels, ben, dans les 2, 3 années à venir, ben, il y aura vraiment des besoins de recrutement, les secteurs dans lesquels les employeurs ont du mal à recruter parce Où que ça on est du existe. coup en Il y a des position secteurs de où force pour négocier, hein, forcément. et oui, et où on est en position de force pour négocier. Donc là, c'est aussi vers ces secteurs-là où on peut aller vraiment se dire, bah tiens, je suis une pépite rare, tu as besoin de moi. Donc comme tu dis, il y a un rapport de force là qui s'installe et ça devient quelque chose de très où on se monnaie en tout cas à une plus forte valeur. Il y a aussi la participation à des webinaires ou des conférences. Ça permet en tout cas de réseauter et d'avoir donc voilà des salons en ligne, enfin que ce soit des salons en ligne ou des salons en physique, des forums, ça vous permettra de voir vraiment euh, qu'est-ce qui revient le plus et qu'est-ce qui est tendance vraiment au sein de ma région. Le bassin francilien, le marché du travail francilien ne sera pas le même que celui de la Vendée, de l'Occitanie, de la région PACA et que sais-je. Donc c'est important, ou même ceux des Drômes et des Tomes. Donc c'est vraiment important de se dire, bah, dans la zone géographique dans laquelle je suis, qu'est-ce qui est recherché et qu'est-ce que je peux faire et où est-ce que et ça vous donnera donc une tendance vers vous orienter.
Ça marche. Merci beaucoup, Jovi, pour cette troisième erreur à ne surtout pas faire. Je vais récapituler les trois premières erreurs que tu nous as partagées pour ceux qui nous rejoignent. La première erreur, c'est vraiment de partir sans avoir clarifié sa vision, ses objectifs de transition. La seconde erreur, c'est vraiment négliger l'étude de faisabilité et de pertinence de son projet par rapport au marché, par rapport à ce qui est attendu par le marché. Et la troisième erreur qu'on vient de voir, eh bien, c'est d'ignorer les exigences du marché en termes de compétences, en termes de formation, en termes de ce qui est attendu par les employeurs quand vous essaierez au terme de votre transition de vous insérer de nouveau dans le marché de l'emploi. Quelle serait du coup, Jovi, la quatrième erreur à ne surtout pas faire si on veut réussir sa transition? Eh ben, ce serait de ne pas voir combien on a dans le portefeuille. Oui, là, on va s'attaquer à un sujet que Awa connaît très bien. C'est donc de sous-estimer ses besoins, en tout cas les besoins financiers. C'est important, c'est hyper, hyper important avant de pouvoir engager une transition ou un changement, en tout cas dans sa vie professionnelle, de pouvoir évaluer quels sont les besoins financiers. Ça va déjà vous permettre d'avoir une clarification sur votre stabilité économique. Lors d'une transition, il est possible qu'il y ait des formations à faire, des certifications à payer, des outils, du matériel, etc., etc., pour votre nouvelle carrière. Et ben tout ça, ça a des coûts. Donc, il va falloir les évaluer et se dire, est-ce que aujourd'hui, ben, j'ai les moyens financiers de pouvoir payer ces coûts? Je suis assez surpris de voir qu'il y a des formations qui coûtent des centaines, enfin, je ne veux pas dire des centaines, mais plus Plusieurs de 10 000 euros, tu te dis, de milliers d'euros. plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu te dis, heureusement que c'est quelqu'un d'autre qui les paye. Mais si c'était moi qui devais les sortir, eh ben, dis donc, ça fait mal. Donc, c'est un réel coût. Ça permet aussi, donc, évaluer les besoins financiers personnels. Ça permet aussi de se préparer aux imprévus. Donc, dans sa vie personnelle, on a toujours des situations qui peuvent être imprévues. Et donc, se dire, bah, tiens, si j'ai un imprévu, comment je m'organise? Comment je fais pour pallier à ces imprévus-là? Donc, voilà, avoir un plan financier, ça permet d'éviter toute réduction de stress. Est-ce que c'est le bon moment? Aujourd'hui, je suis en emploi. Oui, je gagne, j'ai des revenus. Si je démissionne demain, ben, j'ai pas de chômage, donc je serai sans revenu. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre si j'ai une famille ou moi-même, etc., etc. Si je reste salarié, eh ben, que j'opère une transition, ah ben, j'ai toujours un revenu. Donc, il y a vraiment tout un pont là à faire sur l'évaluation des besoins financiers, pas seulement sur le court terme, mais c'est vraiment sur du long terme parce qu'on peut avoir une transition qui peut prendre du temps et qui va s'éterniser un tout petit peu. Et donc là aussi, basculer dans la précarité financière, ce n'est pas vraiment souhaitable. Donc vraiment prendre le temps de se dire, est-ce que aujourd'hui ma situation financière me permet de pouvoir opérer cette transition-là? Ouais, c'est totalement ça. Et moi, pour avoir accompagné des fois des personnes qui ont peut-être un certain revenu quand ils sont en poste et qui vont aller au chômage, bah, c'est des gens qui vont pas estimer forcément combien c'est l'indemnité de chômage et qui s'imaginent que c'est comme ça parce qu'ils ont été faire la simulation mais ils n'ont pas forcément rempli comme il fallait. Donc entre ce que eux ont simulé et la réalité de l'allocation qu'ils Eh perçoivent, bah, il y a oui, une grosse différence. Donc ça fait un choc. Il peut y avoir aussi des frais annexes que tu n'avais pas prévus parce que finalement l'organisme de formation il est beaucoup plus éloigné que ton travail, donc ça augmente le budget essence, etc. Tout ça, c'est plein de petits critères que comme ça, on ne va pas avoir en tête parce qu'on se dira juste, ah oui, bah, un tel a accepté le financement de ma formation, c'était le gros morceau. Mais il y a plein de petits morceaux qui, mis bout à bout, peuvent vraiment mettre en difficulté financière. Et une fois, on t'avait invité d'ailleurs, Jovi, et tu nous parlais du fait que quand on gagne au-dessus d'un certain salaire, il y a au bout de 6 mois d'indemnité chômage, une décote de plus de 30% sur le montant de l'allocation Pôle emploi. oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le principe de la dégressivité. Et ben, mon exemple pour illustrer c'est cette partie-là, cette erreur sur les besoins financiers, et je vais utiliser Bien cet sûr. exemple-là parce que j'ai connu une personne en fait qui, elle était dans une situation où elle était salariée, elle voulait se mettre à son compte. Donc, elle va donc du coup se mettre à son compte. Donc, quand elle veut se mettre à son compte, donc elle s'inscrit donc en tout cas à France Travail puisqu'elle avait terminé un emploi salarié, etc. Et en fait, elle va subir de plein fouet le mécanisme
de la dégressivité puisqu'elle avait des hauts revenus. Et je crois que c'est quand tu touches au-dessus de 4 385 que tu vas donc Donc, être brut, impacté par par, mois. oui, Oui. brut par mois, que tu vas être impacté par cette dégressivité au bout de 6 mois. Et en fait, ce qu'elle voulait faire, c'était donc de pouvoir bénéficier de l'ARS, donc qui est la demande de capital, hein, en tant que demandeur d'emploi et que tu crées ton entreprise, tu peux demander un capital. Mm. Donc, pour pouvoir, voilà, lancer ton entreprise. Et en fait, quand elle en a calculé ses droits au chômage, donc elle n'avait pas cette information-là C'est déjà de la la dégressivité. Quand dégressivité. on a calculé ses droits au chômage, on lui a déjà dit qu'en fait, elle n'était pas éligible à l'ARS parce que son capital ne dépassait pas 30% de ses anciennes allocations parce que le mécanisme de la dégressivité venait derrière imputer une partie de ses allocations. Ouais. Donc, elle a eu une double peine. Son projet s'est mis à l'eau à ce moment-là parce que derrière, elle avait vraiment quelque chose, une rampe. Elle était opérationnelle pour vraiment son projet. Mais cette situation financière est venue complètement tout faire effondrer au point où bah, il a fallu même revoir les impôts. Donc, il y a plein de choses là qui sont venues là empiéter vraiment sur son projet. Donc, ça lui a permis vraiment de revoir vraiment tout dans toute la globalité. Donc, ne négligez pas vraiment l'aspect financier et c'est hyper important. Ouais, ouais, vraiment, faites-vous accompagner. Il y a des conseillers en évolution professionnelle. Nous, dans le programme Level Up, l'idée, c'est vraiment d'avoir les ateliers d'implantation et on a des invités experts qui travaillent dans la banque assurance qui viennent, en fait, vous aider à travailler sur comment on met en place un budget prévisionnel, un prévisionnel, comment on gère sa trésorerie. Parce que, un peu comme les entreprises, quand on rentre dans des plans de transition comme ça, eh ben, il faut savoir gérer la trésorerie. Il y a l'argent que le Pôle emploi doit me donner et il y a le délai avec lequel le Pôle emploi va vraiment me verser l'argent. Et entre-temps, des fois, il peut se passer X semaines, X mois avant que ça arrive. Et si je n'ai pas prévu cette trésorerie, ce décalage de timing qu'il peut y avoir entre le début et la fin, eh bien, la problématique, c'est que je vais me retrouver en galère financière, alors que oui, sur le papier, tout était bon. Donc, il y a vraiment cette Oui, comment je sais mettre en place un plan prévisionnel financier pour travailler dessus. Samia qui nous demande merci pour ce live instructif. Est-ce qu'il y aura un replay, s'il vous plaît? Oui, si Instagram me le permet, il y aura bien un replay qui sera enregistré. Rassurez-vous. Donc, vraiment, attention à ça. Il y a l'aspect est-ce que j'obtiens un financement, qui est un sujet, et on va y venir juste après, mais il y a aussi l'aspect mes finances personnelles, de combien j'ai besoin, combien me coûte. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et dites-nous dans le chat juste oui ou non si vous savez, si je vous demande là du tac au tac, combien c'est tes besoins financiers par mois. Si tu ne sais pas donner ce chiffre-là, ça va être compliqué pour toi d'arriver à anticiper combien tu dois gagner. Parce qu'en fait, souvent aujourd'hui, on a juste, des fois, on est un peu à découvert. Et en fait, des situations qui peuvent tenir à peu près tant qu'on travaille peuvent complètement basculer dans la précarité quand il y a une légère baisse, voire une baisse significative des revenus pendant des temps de transition. Et sachant que on est dans des périodes à risque, ok, il y a la partie où je suis en formation, mais après, si finalement la recherche d'emploi met un peu plus de temps que prévu, comment je travaille sur mon plan, ma vision, mes objectifs, avec un plan prévisionnel financier pour faire en sorte que le projet il réussisse et plan A, plan B, plan C. Ok, si ça se passe mal. Comme je dis, et souvent, c'est une phrase que j'utilise tout le temps parce que mon mari, il est toujours tout va bien aller, t'inquiète. Et moi, je suis plutôt tout ce qui est susceptible de mal aller va mal tourner. Donc, prévoyons le plan quand ça va mal tourner. ouais, non, mais c'est, Vraiment. c'est, c'est vraiment ça. Et j'étais assez peiné pour cette dame-là, sur cette situation. Elle avait vraiment quelque chose de très prévu là. Elle était sur une rampe de lancement. Et là, quand elle a eu ce coup de massue, ça a mis un coup d'arrêt à son projet. Elle a dû se retourner assez rapidement. Même les projets personnels qu'elle avait à côté, ben, elle a dû les mettre de côté au final parce que les ressources qu'elle attendait ne pouvaient pas être au rendez-vous. C'est ça. Donc, dites-vous, les ressources peuvent ne pas arriver. Les calculs, les réglementations, comme on dit, quand c'est des financements publics comme ça, là, on est passé de 2 ans de chômage à 18 mois de chômage en un claquement de doigts, un petit peu. Et c'était ton contrat se termine à telle date, tu passes, ton contrat se termine à telle date, tu passes pas. Donc, c'est vraiment, des fois, on peut avoir des choses comme ça, imprévues, qui bouleversent un petit peu notre organisation. Il faut être adaptable et il faut au maximum avoir
anticiper ça. Donc vraiment, ne sous-estimez pas vos besoins financiers pendant une transition professionnelle. Jovi, je te propose de passer à l'erreur numéro 5 que font beaucoup de salariés quand ils se lancent dans un projet de transition professionnelle. Eh ben, c'est cette erreur, moi je trouve que franchement, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Il y a un manque d'information, en tout cas sur ce sujet. Cette erreur, c'est ne pas exploiter les dispositifs de financement et d'accompagnement possibles. Quand on est salarié, on n'est pas obligé de quitter son emploi pour pouvoir opérer une transition professionnelle, en tout cas. On peut utiliser les leviers du salariat pour pouvoir se faire accompagner dans son projet et se faire financer son projet tout en étant salarié. Et Awa, je crois, au cours de cette année, a fait un live avec une personne du projet de transition professionnelle. Ben, c'est un projet qui s'adapte concrètement aux personnes qui sont, En enfin, poste. d'ailleurs, c'est même le projet, c'est juste que pour les personnes qui sont salariées. Donc, le projet de transition professionnelle, ben, c'est l'ex-FONGECIF. Oui, Voilà, c'est c'est le, ça. C'est c'est le l'ex-FONGECIF. PTP, donc ça s'appelle Transition Pro Île-de-France, avec qui j'ai fait le live, mais ils sont dans toutes les régions et vous avez la possibilité de être rémunéré et donc pratiquement ne pas avoir de perte de salaire par rapport à votre salaire, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes au Pôle emploi, enfin à France Travail, etc. Et en même temps, eh bien, d'avoir votre formation qui est intégralement financée, de continuer à cumuler ses congés payés, comme ça, quand on Ouais. revient de formation, on prend des vacances, parce Ouais. qu'être en formation, ce n'est pas des vacances. Et j'ai un message de AL qui dit « J'ai dû prendre un deuxième boulot le week-end pour combler ma perte de revenus, du coup, pendant sa transition, j'imagine. » Et on comprend que déjà, on sort de sa zone de confort, on va se former, on va apprendre des nouvelles choses, on va lancer son entreprise, et en plus, on va prendre un boulot. C'est exigeant, c'est dur, c'est un marathon. Il faut être préparé. On ne se lance pas comme ça dans une transition professionnelle sur un coup de tête. On met en place les jalons pour y arriver. Et donc, je t'ai coupé, donc je te laisse finir. Je vis que tu étais sur ce Oui. sujet. Des dispositifs, on passe à Oui, quel dispositif? les dispositifs de financement, en fait, il va y en avoir plusieurs, puisque en fonction de la situation de chacun, il va y avoir plusieurs dispositifs de financement. Les dispositifs de financement des salariés, ben, il y a déjà le projet de transition professionnelle. Et dans ce projet-là, ben, tu as soit des missions reconversion ou le projet de transition professionnelle. Donc, comme Awa l'a expliqué, ben, qui te permet, toi, en tant que salarié, de pouvoir bénéficier d'une absence autorisée par ton employeur pour suivre une formation qu'elle soit dans le métier, enfin, que cette formation soit dans le métier dans lequel tu fais ou pas, tant qu'il est validé par l'organisme, en tout cas projet, enfin, par le projet de transition professionnelle, et que tu as l'autorisation de ton employeur de t'absenter, eh ben, tu vas pouvoir faire cette formation-là tout en gardant la rémunération On t'entend mal, Julie? auprès de. Oui, c'est bon, oui. C'est Ouais, c'est bon. donc le projet de transition professionnelle qui finance ta formation et qui rembourse l'argent, en tout cas, auprès de ton employeur. Après, à la fin de cette formation, bah, tu réintègres ton entreprise. Tu es toujours salarié, en fait, mais tu étais un peu salarié détaché. Tu réintègres donc ton entreprise et libre à toi à ce moment-là maintenant de chercher d'autres opportunités, de dire, bah, tiens, je me suis formé, bah, je vais aller. Soit mon patron, tu dis, bon, c'est comment? À l'intérieur, il y a des postes de mobilité là. Moi, je veux aller là-haut. Tu augmentes les pépettes ou je vais voir ailleurs. Après là, c'est l'histoire d'aller voir maintenant comment on se sépare. Je vous laisse aller voir Awa pour négocier une rupture conventionnelle en tout cas. Mais ça me Donc, fait rire parce que effectivement, des fois, il y a des gens. Alors moi, c'est toujours marrant avec mes clients. Des fois, ils viennent pour des négociations salariales. Ça finit en négociation de rupture conventionnelle parce qu'en fait, ils viennent parce qu'ils disent non, mais en fait, je veux une augmentation. Mais quand on creuse, quand on commence à planifier, quand on commence à travailler sur le truc, c'est en fait non, cette boîte ne me respecte pas, je veux aller ailleurs et on négocie une rupture conventionnelle pour ailleurs. Et des fois, c'est en fait, je veux une rupture conventionnelle et quand on creuse et on travaille, on voit que bah, tu aurais pu faire un plan de transition professionnelle, tu aurais pu te former pendant ta maladie, tu aurais pu travailler sur d'autres aspects. Il y a énormément de dispositifs possibles et au final, comme tu dis, ça peut aboutir même sur une mobilité en interne. Donc au final, je ne quitte pas la société, je change de poste, j'augmente mes voilà. salaires et je ne quitte même pas forcément la société. Et du coup, dans le programme Level Up, Joby sera votre tête chercheuse pour les dispositifs parce que je sais que ça peut être intimidant. Il y a pratiquement 2 heures d'accompagnement individuel
en dehors du temps off qu'il y a aussi, où il y a un appel exploratoire avec Jovi qui accompagne un à un. Vous parlez de vos attentes, de vos rêves, de vos projets. Ne vous bridez pas. Vraiment, on ouvre large. Et après, Jovi, il va rechercher auprès des régions, des dispositifs qui existent. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour trouver les financements possibles pour rendre votre projet possible? Et surtout, il a cette casquette de connaître les différents organismes, les différents prestataires et ce qu'ils aiment entendre dans les dossiers de candidature. Parce que quand j'ai fait ce fameux live avec Transition Pro Île-de-France, où on parlait du projet de transition professionnelle, elle nous l'a pas caché. Elle nous a dit qu'un peu moins d'un dossier sur deux obtient un financement chez Transition Pro Île-de-France, qu'ils ont des critères pour déterminer est-ce que oui ou non, eh bien, on a l'occasion de financer ou pas. Et il y a des critères de priorité. Et il y a aussi des choses qu'on va mettre en avant dans son profil, plus ou moins adroitement, pour faire en sorte d'avoir plus de chances de passer à la commission et d'être retenu. Et ça, c'est Jovi qui vous accompagne dans le programme Level Up pour travailler sur tous ces aspects-là. Oui, en fait, ce qu'il faut qu'on... Ouais, vas-y. On regarde, il y a quoi dans le chat, en fait. Qui dit, oui, bon, on peut se former en maladie, c'est quoi les conditions? Alors, les conditions, elles sont diverses et variées en fonction de votre situation personnelle, mais oui, tout à fait, vous pouvez être en arrêt maladie, et si votre médecin vous fait un courrier et que la CPAM le valide en tant que participant à votre guérison, ou sachant que vous êtes inapte à reprendre votre ancien poste et il faut trouver une façon que vous puissiez retravailler, vous pouvez vous former en maladie, continuer à avoir le maintien de vos indemnités journalières de maladie et avoir ensuite le financement. Donc pareil, tu vois, Vera, peut-être que ça va être une porte qui va s'ouvrir pour toi parce que tu te disais, je suis malade, je peux rien faire, alors qu'en fait, il y a des possibilités aussi à ce niveau-là. Donc, Jovi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Alors, avant de revenir sur les financeurs, juste pour que je ne puisse pas oublier, quand tu as parlé effectivement des critères de financement, des critères pour un financeur de pouvoir financer, mais c'est tout à fait logique en fait. Lui, il se dit, tiens, moi, je vais débourser de l'argent. Pourquoi je vais débourser de l'argent? Ben, dans sa logique à lui, si je débourse de l'argent, tu dois me rendre mon investissement. Et donc, l'investissement, en fait, c'est que j'investis sur toi, c'est que toi, tu dois retrouver du travail. Et en fait, c'est que cette logique-là, les gens l'ont pas encore intégrée. C'est que quand tu vas voir un financeur pour dire, finance-moi cette formation, lui, il a envie juste d'avoir la finalité. C'est que si je te finance cette formation, est-ce que demain, tu vas retrouver du travail? Si tu retrouves du travail, OK, d'accord, moi, je te finance la formation. Mais maintenant, la partie la plus difficile, c'est prouve-moi que tu vas retrouver du travail. Apporte-moi des éléments concrets. C'est pas seulement me dire, oui, je veux retrouver du travail parce que mon voisin, mon ami, mon cousin, il m'a dit que ça marche. Non, mais c'est sur des éléments concrets, sur des faits, sur des outils qui vont lui permettre de se dire, tiens, il a construit son projet est réaliste et réalisable. Et oui, donc je peux effectivement lui donner ce coup de pouce, je vais lui financer. Il faut pas oublier que l'argent public, les financeurs, c'est de l'argent public et derrière, ils ont des comptes à rendre aujourd'hui. Ils ont des comptes à rendre. Donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui sont mis sur la formation, mais qu'il y a peu de retour à l'emploi, quel est l'intérêt? Ils vont se poser des questions. Donc, on dépense de l'argent qui va où, en fait, et qui ne correspond pas, en tout cas, aux besoins du marché du travail au final. C'est ça. Donc, juste pour revenir sur les financeurs, les types de financeurs qu'il y a quand on est salarié, vous pouvez déjà utiliser le CPF. Il y a le projet de transition professionnelle, les OPCO, les opérateurs de compétences. Donc, ce sont les opérateurs, ce sont donc des caisses dans lesquelles, en fait, les entreprises cotisent pour la formation des salariés. Mais au sein des entreprises, il y a aussi ce qu'on appelle les plans de développement de compétences. Donc, peut-être se rapprocher de votre service RH, faire un entretien de carrière pour voir s'il y a des opportunités, si vous souhaitez changer, en tout cas prendre une nouvelle direction, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce plan de développement de compétences. Et il y a un autre financeur Notez les pépites. Il y a un autre financeur pour les salariés que les gens, ou en tout cas beaucoup de gens ne connaissent pas. Dites-moi dans le commentaire, dans le chat si vous le connaissez. Et Awa, tu me dis aussi si tu le connais. C'est le C2P. Donc le CPP. Ah, si, je connais. Non. Le compte professionnel de pénibilité. Voilà, le compte personnel de pénibilité. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un compte, en fait, je ne savais pas non plus. C'est un compte, en fait, sur lequel les personnes qui travaillent dans les métiers où il y a de la pénibilité, ils vont cumuler des points. Et en fait, ces points-là vont être transformés
Ces points-là, en fait, vont être transformés en argent pour pouvoir financer des formations. Donc, au même titre, un peu comme à l'époque avec le CPF, eh ben, le compte personnel de pénibilité, il va vous permettre, en fait, de pouvoir vous financer des formations parce que vous avez eu une fois dans votre carrière ou plusieurs fois dans votre carrière des métiers qui étaient dans lesquels on avait en tout cas mis le contexte de pénibilité. Ouais. Ça peut être le travail de nuit, le port de charges lourdes, l'exposition aux chaleurs, aux températures, etc. Donc, en tout cas, là, n'hésitez pas, si vous travaillez dans des domaines où vous sentez qu'il y a de la pénibilité, regardez. Le créer sur le site, c'est compte personnel de pénibilité. Et vous allez voir, en fait, si vous avez des points là-dessus. Ça marche. Je vais en deux spies, on va faire les deux dernières Oui. erreurs parce que malheureusement j'ai un rendez-vous juste après, donc je pourrais pas rester très longtemps. Mais dans le chat, on dit je ne connais pas, je ne connais pas. On me demande de récapituler les erreurs. Je reprends depuis la première erreur. L'erreur numéro 1, ça va être partir sans avoir clarifié sa vision, ses objectifs de transition. L'erreur numéro 2, c'est négliger l'étude de faisabilité de son projet professionnel et du coup se retrouver en fait à arriver à un projet qui ne tient pas la route et malheureusement dont on ne peut pas vivre. L'erreur numéro 3, c'est ignorer les exigences du marché, c'est-à-dire se former et choisir une formation qui au final ne répond pas du tout aux attentes, aux critères du marché du travail quand on va se réinsérer, au final se retrouver avec peut-être plus de diplômes, plus de temps passé dans quelque chose, mais qui ne nous permet pas d'avoir un travail. L'erreur numéro 4, c'est de sous-estimer ses besoins financiers. Les imprévus arrivent, les critères changent, les réglementations peuvent changer en cours de transition professionnelle. Il faut que vous ayez un plan prévisionnel solide de financement pour toute la durée de votre plan. Sinon, vous risquez de vous retrouver en galère financière. Et si vous êtes en galère financière, vous n'avez pas le cerveau pour vous former, pour vous reconvertir, pour mener à bien votre projet de création d'entreprise. L'erreur numéro 4, ne pas exploiter les dispositifs de financement et d'accompagnement possibles. Il y en a plein. La Jovi vient de vous donner des pépites, le CPF, le CPP, donc compte personnel de pénibilité, où vous avez potentiellement de l'argent qui dort. Dis-moi, Jovi. C'est le compte professionnel de prévention. Excusez-moi parce que je l'utilise tellement peu. C'est donc c'est CPP, compte professionnel de prévention. Oui, oui, oui. C'est ça. Le vous pouvez compte créer un espace professionnel de prévention, exactement. Mais non, en fait, j'avais pas raison. J'ai dit compte professionnel de pénibilité. On avait un sur deux. Donc, le CPP, n'hésitez pas à rechercher. Ça va vraiment vous être utile. Et il y a une question de Im qui me dit bonsoir, est-ce qu'il y aura un post avec le résumé? Alors oui, on va faire un post avec Jovi pour vous faire le résumé qui sera posté demain. Donc n'hésitez pas, si vous le passez, à liker, à commenter parce que ça demande du temps et de l'effort de vous proposer tout ça. Et du coup, on n'est pas payé pour le faire, mais on le fait avec plaisir pour vous aider. Donc revenez nous dire si vous réalisez vos projets de transition grâce à ça. L'erreur du coup, numéro 5, on a parlé des dispositifs de financement. Il nous reste 2 erreurs à voir. L'erreur numéro 6, je te laisse nous dire, Jovi. Alors, une des erreurs que les gens peuvent faire aussi, c'est ignorer l'importance du réseau. Le réseau que l'on peut avoir, le réseau personnel ou le réseau professionnel. Pourquoi, en tout cas, se développer à ce moment-là un réseau, c'est crucial. Mais parce que ça permet d'avoir des accès aux opportunités. On va pouvoir donc aller, grâce aux personnes que l'on va rencontrer, se découvrir comme ça là des opportunités, des offres d'emploi qui peuvent nous venir à ce moment-là, alors qu'elles n'étaient peut-être pas publiées. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le marché caché. On peut aussi se faire, en tout cas, conseiller, on peut trouver un mentor, une personne qui va vous accompagner, en tout cas, dans ce projet-là, qui va vous prendre sous son aile et qui va vous accompagner, qui va vous donner des conseils, des tips, qui va peut-être aussi vous partager aussi à son réseau. Mais c'est aussi avoir maintenant une visibilité dans le secteur. En développant son réseau, on va accroître donc sa visibilité et voir plus large. Plus on a de contacts, plus on a donc aussi de nouvelles informations qui vont arriver sur ce secteur-là dans lequel on veut avoir. Développer le réseau, c'est aussi vouloir chercher à avoir un soutien moral. Le soutien, c'est important parce que lorsqu'on est dans un projet, il peut y avoir des baisses de morale, etc. Et donc, voilà, se faire entourer, c'est super important. Et avoir un réseau, c'est aussi partager de ressources. On va donc avoir une forme de communauté, une forme de groupe avec qui on va partager ses échecs,
c'est réussite, c'est difficulté, les moments, c'est victoire. Donc, c'est important. Ça marche. Il y a Kélienne qui dit réseau pour se reconvertir ou après la reconversion. Le réseau, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous êtes en Oui, poste, après que vous soyez en poste, quand vous êtes au chômage, le réseau, c'est toujours utile. Et souvent, l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est on se dit je vais tout faire toute seule, je vais me débrouiller, j'ai pas besoin de demander aux gens. À part que ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et surtout aussi on va plus vite dans le mur tout seul des fois. Donc vraiment n'hésitez oui, pas à voir parce que on peut pas tout connaître, on peut pas être en relation avec tout le monde et forcément si vous êtes plusieurs, bah, vous aurez des opportunités qui peuvent vous venir des fois de personnes dont vous ne vous doutez pas que elles peuvent vous apporter des opportunités. c'est ça. Et grâce au réseau, on va pouvoir du coup avoir donc des recommandations personnalisées, des accès à des événements ou des opportunités exclusives, des opportunités de collaboration. Voilà, ça arrive aussi. Des échanges d'expériences et en tout cas, comme je l'ai dit, ben, un renforcement aussi de la confiance en soi. On voit qu'on est en train d'avancer quelque part, et bien, il y a des personnes qui nous soutiennent, il y a des personnes qui nous comprennent, il y a des personnes qui nous donnent leur expérience et donc ça nous permet donc d'avoir une confiance en soi qui va se décupler plutôt que quand on reste seul dans son coin, et ben on va avoir vraiment une difficulté à pouvoir se mouvoir dans ce projet-là et c'est pas l'idéal vraiment et ça peut être une source d'échec en tout cas. C'est clair. Et justement, c'est pour ça que dans le programme Level Up, en ce moment, il y a un super bonus qui se termine jeudi minuit. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par le programme Level Up, foncez parce que c'est le kit complet pour réussir ta recherche d'emploi de Chloé Ngassa, donc du compte Chloé Job Mentor. Je suis sûre que vous la connaissez. Et dedans, il y a sa formation réseau LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour faire de LinkedIn une machine à opportunités? Comment est-ce que vous faites pour paramétrer LinkedIn pour pouvoir être visible des bonnes personnes de votre secteur d'activité? Comment est-ce qu'on fait pour aller explorer, moi aussi, dans les différents modules de ce que je vous partage, même sur la négociation salariale, même sur la détection des meilleures opportunités et le positionnement pour connaître sa valeur marché, on utilise LinkedIn parce qu'il y a des informations capitales qu'on peut récupérer. Vraiment, si vous n'utilisez pas LinkedIn, vous passez à côté d'énormément de choses. Et là, vous avez la formation qui est offerte en même temps que la formation CV, en même temps que la formation lettre de motivation, en même temps que la formation entretien. Et donc, tout ça, ça fait partie du pack qui est offert si vous rejoignez le programme Level Up avant jeudi minuit. Et on passe à la 7e et dernière erreur, Jovi, sur la transition professionnelle. Et ben, la septième et dernière erreur, ce serait de sous-estimer l'investissement personnel qui sera nécessaire et l'importance de l'entourage. Donc, il faut savoir que quand vous vous lancez dans un projet, vous allez vous investir vous-même personnellement. Et l'investissement personnel reste un facteur clé parce que il n'y a pas que le temps que vous mettez, il n'y a pas que l'argent que vous mettez, mais il y a aussi un engagement émotionnel de se dire que voilà, je m'engage dans quelque chose qui peut être émotionnellement éprouvant parce que je vais sortir complètement de ma zone de confort. J'aurai des hauts et des bas. Et à ce moment-là, il faudrait que je puisse en tout cas tenir le coup. Mais il va y avoir aussi l'ajout de compétences. Donc, les nouvelles compétences que je vais acquérir parce que je vais passer des heures de formation, eh ben, ça va être nécessaire pour moi, pour ce projet-là. Donc, il faut se dire que voilà, c'est un coup à passer, je me fais violence et j'y vais. Mais c'est aussi s'adapter parce que on change complètement de zone, on change de zone de confort et il va falloir s'adapter au nouveau rythme que l'on va se dire coltiner, en fait. Hein, je vais dire ça comme ça. Hein. Si je peux dire ça de manière vulgaire comme ça. Et donc, voilà, c'est ces trois éléments-là qui vont faire que l'investissement personnel va être très déterminant. Ça peut, un projet peut louper parce que l'investissement personnel ne va pas y être. Et juste pour une anecdote, ben là, je vais parler de moi-même, en fait. C'est que quand moi, j'ai commencé à travailler donc auprès de mon employeur, donc il y a quelques années, ben, par la même occasion, je me suis engagé dans une formation qui va durer 2 ans et je la faisais en cours du soir. Ah, De 2020 à 2020, de des 2018 à flammes pour Jovi, 2020, parce que je sais combien c'est dur de faire ça. Vraiment des flammes pour Jovi. en cours du soir. Donc, le matin, en journée, j'étais au boulot et j'allais en cours du soir de 18h à 21h au CNAM pour me former. Donc,
imaginez un peu été comme hiver, avec tout ce que ça comporte, les difficultés. Et à ce moment-là, il faut tenir le coup et se dire, j'ai investi de l'argent, j'ai investi du temps, mais en fait, non, je ne dois pas lâcher. Je dois y aller parce que c'est le projet que j'ai mis en place et ben, je vais aller jusqu'au bout. Et je me souviens, une semaine après le début de la rentrée, on était déjà la moitié de la classe qui avait disparu. C'est ça. Donc, c'est pour dire que, Terrible. Hein. ouais, c'est pour dire que, voilà, l'investissement personnel, vraiment, c'est hyper important. Et l'importance aussi de l'entourage. Se sentir entouré va être un facteur aussi de réussite parce qu'on va avoir du soutien moral, on va avoir des ressources, on va avoir des conseils, on va avoir des feedbacks constructifs, bien entendu, pas des feedbacks qui sont négatifs, mais des feedbacks, Ouais. voilà, qui viennent te casser le moral, mais en fait, non. T'as dit de Des te lancer feedbacks, là-dedans aussi. T'étais tranquille dans voilà, ton boulot. Qu'est-ce que t'es allé c'est chercher ça. là-bas? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas vraiment? Mais t'es sûr que ça va marcher ce truc-là? Eh, vas-y. Donc, tout ça, en fait, cette négativité-là peut en tout cas venir vous miner le moral et de se dire, bah, au final, pourquoi je me suis lancé là-dedans et donc je vais abandonner. Non, se sentir entouré dans un cocon, voilà, sain, pas toxique, avec des personnes en tout cas qui vont vous apporter que du positif. Voilà, ça peut en tout cas être aussi un élément facteur clé dans la réussite en tout cas du projet. Ah, mais moi, ça résonne tellement, Jovi, parce que pareil, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai repris des études en étant maman, en ayant le boulot, en ayant check tapé à côté, et j'avais des mémoires à rédiger, etc. Et il y a toujours ce moment à 1h du matin quand tu es en train de taper sur l'ordinateur, tu te dis, mais qui m'a envoyé? Et du coup, c'est bien parce que des fois, tu as de l'autre côté sur WhatsApp une amie qui est aussi dans ta promo et qui te dit, oui, mais t'inquiète, on verra quand on passera sur le plateau d'Oprah, on dira un jour j'étais là le soir. Et en fait, on s'encourage, on se motive. Et heureusement qu'il y a ça parce que c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des gens, quand je dis tu peux doubler ton salaire, tu peux aller chercher plus, on me dit oui, ah ouais, tu peux croire que c'est easy. Moi, j'ai jamais dit que c'était facile. Hein. C'est du travail, c'est possible, mais il faut mettre l'investissement nécessaire dedans. Et vraiment, c'est pour ça que bah, du coup, avec l'accompagnement Level Up, c'est donner en fait les 6 mois pour vous aider à faire de votre projet une réalité et vous accompagner et créer l'environnement parce qu'il y a 30 personnes dans la promo, 30 personnes avec des mini-promos de 10 personnes pour que chacun il ait son groupe, chacun ait son groupe de responsabilité où on va te demander des comptes. Si on ne te voit pas sur le groupe WhatsApp, on te dit mais t'es où? T'en es où est-ce que tu as avancé? Quand on fait les ateliers toutes les 2 semaines et que tu nous dis voilà l'objectif que j'ai, et bien on te dit ça en est où? Et bien tu avances mais dans la bienveillance avec d'autres personnes qui aussi vont rencontrer des difficultés, vont atteindre ou pas leurs objectifs. Et si Level Up ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez juste à commenter Level Up sur n'importe lequel de mes posts ou m'écrire Level Up en DM et vous allez avoir la page avec le détail des informations. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez chercher à en savoir plus. L'ouverture des portes, c'est que cette semaine, lundi prochain, c'est fermé. On ne prendra plus personne. Il y a 30 places. Si les 30 places se remplissent entre-temps, ce sera fermé aussi. Donc vraiment, voilà. Level Up, c'est un coaching. Alors, c'est plus qu'un coaching. En fait, il y a une part de formation. Il y a une formation immersive, en fait, à l'intérieur. Alors, il y a un drôle de bruit. Je ne sais pas si c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, là, c'est mieux. Bon, je sais pas. Donc, je disais, vous m'entendez? Dites-moi dans le chat si vous m'entendez. Mais c'est une formation immersive où vous pouvez, en fait, entrer dans... vous allez avoir toutes les 2 semaines un module de formation. Vous allez avoir aussi du coaching individuel avec 3 experts. Donc, il y a moi sur la partie négociation salariale, Jovi sur la transition professionnelle et aussi, vous allez avoir, donc je suis rassurée, je vois Elena qui me dit oui, on m'entend. Et vous allez avoir aussi Mara qui a plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui est une RH spécialiste des candidatures, du recrutement, qui vous aidera aussi en coaching individuel sur la partie comment est-ce que je fais, revue de CV, lettre de motivation, comment est-ce que je fais pour briller. Et à côté de ça, il y a plus de 1000 € de bonus qui sont compris. Et après, il y a plus de 1200 € de bonus qui, eux, sont temporaires. Le prochain bonus, le premier bonus, il expire ce soir à minuit pour ceux qui sont intéressés. C'est un brunch VIP parce qu'il y a une rencontre en présentiel et la matinée, il y a une matinée VIP avec un brunch pour les personnes qui seront parmi les premières à rejoindre ce nouvel accompagnement qu'on lance. Et vous avez aussi le pack de formation donc de Chloé Ngassa
job révolution qui comprend CV, lettre de motivation, entretien, LinkedIn également. Vous allez aussi avoir le super bonus numéro 3 qui est un entretien de simulation de négociation salariale où en fait, je me mets dans la peau de votre patron et on simule l'entretien de négociation pendant 30 minutes. Vous déroulez vos arguments. On est vraiment comme si on était dans un entretien pour vous préparer à négocier avec votre employeur. Donc, l'objectif, comme je dis, c'est 6 mois pour vraiment shifter ta carrière et pour aller exploser ton salaire. Donc, nous, on veut des résultats et des résultats chiffrés. On veut des transformations de carrière. On veut travailler sur la vision pour dire dans 10 ans, je veux être là, dans 5 ans, je veux être là, etc. Pour avoir ce genre de résultats, ça nécessite de changer de où je suis. Et c'est pour ça que je dis, j'ai des formations, j'ai des calls de une demi-heure, 1 heure pour les personnes qui ont juste un entretien annuel et qui veulent réussir cet entretien annuel. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le level up, ce n'est pas pour vous. C'est vraiment pour des gens qui veulent transformer leur carrière et qui veulent passer sur un nouveau step et changer radicalement par rapport à la position de là où ils sont aujourd'hui. Et donc, ce live, c'était un petit peu pour vous parler et vous partager à titre gracieux pour tous ceux qui sont dans différents cheminements parce que forcément, il y a 30 places et tout le monde ne pourra pas rentrer. Mais au moins, dites-vous que c'est possible de transitionner et c'est possible, mais ce sera pas forcément facile. Et il y a des erreurs et des écueils dans lesquels il ne faut pas rentrer. Mavlana qui me demande est-ce que la formation est éligible au CPF et la réponse est non. Moi, je ne veux pas de CPF dans mon accompagnement. Je veux des gens qui sont les crocs, qui sont motivés et qui vont venir. Une formation de ce type-là, un accompagnement de ce type-là, ça ne vaut pas 100 euros. Aujourd'hui, si vous êtes en CDI, c'est 100 euros. Si vous êtes au Pôle emploi, c'est gratuit. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens qui vont acheter la formation, qui vont venir 1 fois sur 2, qui ne vont pas venir, qui vont ouvrir les modules de formation. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. On veut des gens qui sont motivés. Donc, ça fait partie d'un des filtres qu'il y a à l'entrée de l'accompagnement. Ce n'est pas éligible au CPF. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Avec plaisir, Maëlana. J'espère que ça vous a éclairé. Je vais devoir vous laisser. J'ai un entretien dans 2 minutes. Donc, je vous laisse. Mais on est disponible. Vous pouvez suivre Joby sur son compte Eureka Conseil qui, par ailleurs, propose aussi des calls et des accompagnements individuels. Si vous ne voulez pas rejoindre le programme Level Up, mais que vous avez besoin d'un appui ponctuel de Joby, n'hésitez pas à vous abonner à son compte et à le suivre. Et vous allez pouvoir nous voir. By Kylian, tu as toutes les informations tarifaires et les modalités de paiement qui sont disponibles sur la page de vente. Tu as juste à taper Level Up et tu verras. Ça marche? Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et puis à bientôt. À bientôt. Ciao.